Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude sur la chaîne Pépitor, la rentrée de Pépitor avec aujourd'hui les mousquetaires, mais on commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, dans cette émission et dans le média en général. Trader comporte des risques, vous devez vous faire vos propres idées. Voilà un peu tous les endroits où vous pouvez nous trouver, Twitter, l'email, le site internet avec les produits Mikatino et Tradosor. Et ensuite, on vous rappelle qu'au mois de novembre, on fait un séminaire de 3 jours à Barcelone. Il y a encore des places disponibles. Rendez-vous sur le site pour voir un peu comment cela se passe. Et on commence notre émission tout de suite avec les mousquetaires, hein, toujours les mêmes. Hein. Donc on commence en haut à droite, Pierre Verret. Bonjour Monsieur Pierre de chez Active Trades, comment allez-vous? Bonjour Denis, bonjour à vous tous, Xavier, Richard, ça me fait super plaisir de tous vous retrouver, surtout que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'ai passé un bel été et je me sens d'attaque pour la rentrée, donc ça fait super plaisir. Merci à toi. D'accord. En bas à droite, Richard, Ricardo Trading. Bonjour Richard, comment vas-tu? Déjà, moi j'ai déjà rattaqué à fond, hein, je suis en train d'intégrer les nouveaux élèves pour la nouvelle formation, donc Ouais. j'ai à peine connu les vacances. Mais j'ai prévu de partir bientôt. D'accord. Tu viens pas en Espagne nous voir, non, par hasard Alors normalement je vais en Espagne, mais je vais du côté, je vais pas du tout de ton côté. Ouais. Je sais pas si je ferai un tour par chez toi, ça m'étonnerait parce que je vais voir un championnat d'Europe d'un sport inconnu mais que j'ai pratiqué qui s'appelle le kinball. Hmm. Voilà, et Ah oui, Ouais. effectivement je connais pas. En effet, c'est inconnu. On s'en va. Voilà. K-I-N-B-A. Ah, j'ai presque envie de te demander ce que c'est, mais je crois que non. Hein. Non, 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 mais les gens iront voir K-I-N. K-I-N. Non, franchement, c'est un sport que je trouve exceptionnel, qui est pas connu, mais qui est très sympa. Donc je vais descendre en Espagne, mais Ok. ce sera fin octobre, je crois. D'accord. Et en bas à S'il n'y a gauche. pas de boulot, hein, parce que le boulot, ça pousse là. Et en bas à gauche, Xavier du salon MTT, Panthéon, etc. Salut Xavier, comment vas-tu? Hello, hello, hello à tous. Bah, ça va nickel, hein, en grande forme après les 2 mois d'été et puis d'attaque pour la rentrée à fond et la fin de l'année boursière qui s'annonce palpitante entre D'accord. guillemets. On verra. On verra. Donc, l'été, il y a eu, à part la vague de chaleur, etc., etc. On peut faire Alors, un toi, débrief. t'as eu une vague de chaleur, mais moi, je n'en ai pas eu, hein. Alors moi, Moi non plus. Sur le bord de Loire, nous, on a eu 25-28, hein, c'est tout, hein. j'étais à Grenoble pendant 4 jours. Vers la troisième semaine d'août, je crois que j'allais crever. 41, 33 degrés la nuit dans la chambre, impossible. À dormir. Grenoble, c'est un des pires endroits de France hein, pendant les canicules, c'est Ouais. horrible. Bah, Nîmes, Grenoble, Ouais. Strasbourg, c'est normalement c'est les 3 villes les plus chaudes quand il fait chaud, quoi. C'est c'est la géographie, hein, c'est une cuvette, hein, il y a les montagnes autour, hein, donc en hiver c'est un réfrigérateur et en été c'est un four. On commence par un rapide débrief des marchés par notre spécialiste Pierre. Ah, spécialiste, hein, je ne sais pas si j'irai jusque-là, Ouais. mais oui, on peut commencer par parler un petit peu marché. Bon, là, nous sommes début septembre, hein, donc c'est vraiment, on est en pleine rentrée hein, pour l'ensemble des investisseurs. On peut pas dire que, enfin, je ne sais pas si mes compères, si mes homologues me confirmeront ou pas, mais on peut pas dire que le sentiment de marché soit particulièrement haussier pour l'instant, en tout cas, en ce début septembre. Il n'y a pas eu de gros développements par rapport à ce qu'on s'était dit à la fin juin, hein, je parle pendant l'été. On a, grossièrement, si je dois simplifier, on a des annonces macro-éco à la fois du côté américain comme du côté européen qui ne sont pas spécialement rassurantes. Hein, c'est pas encore dramatique, mais on l'a encore vu ce matin avec les commandes des usines allemandes qui sont sorties en baisse. On a de l'incertitude concernant toujours les politiques monétaires, l'inflation évidemment qui reste un problème de premier plan. Donc les indices qui pour l'instant ont du mal à faire de nouveau plus haut.
que ce soit sur le SP500 comme sur le Stock 50 en Europe. Donc, je pense que, à mon avis, le quatrième trimestre va être déterminant en tout cas pour les marchés actions. On pourra parler évidemment des marchés obligataires ou des marchés des matières premières un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on n'est pas sur un sentiment haussier exacerbé, je dirais, sur les marchés actions. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas sentiment haussier, mais sentiment baissier ou pas encore? Enfin, pas encore, c'est une petite connotation. On n'est pas. Alors, techniquement, bon, peut-être que je laisserai Xavier étayer le propos, mais techniquement parlant, on n'a pas fait de nouveau plus haut par rapport au plus haut qu'on avait fait au mois de juillet. On n'a pas fait non plus de nouveau plus bas, donc on est plus dans un mouvement de consolidation un peu latéral pour l'instant. Si ça se trouve, au mois de septembre, on va faire un nouveau plus bas et là, effectivement, on pourra démarrer un nouveau trend baissier, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On est dans une période un petit peu incertaine où les investisseurs reviennent justement de vacances et prennent un petit peu la mesure de ce qui se passe. Donc, je pense qu'on est dans l'attente de nouveaux catalystes, de nouveaux moteurs de marché. On verra un petit peu comment ça va se passer. Fin septembre donnera sûrement la couleur, le ton en tout cas pour le quatrième trimestre. Ouais, c'est morne pleine. Moi, j'ai regardé un peu les indices, enfin le CAC de loin, et on est dans le gros range 7100, 7500. Et on touche en haut, on revient en bas. On touche en bas, on repart en haut. C'est un peu ça. Alors là, à très court terme, à plus court terme, sur par exemple le Stock 50, on vient de casser un drapeau haussier par le bas, donc ce qui normalement ouvre la voie vers une poursuite de la baisse. Pour rappel, on est aux alentours des 4245 sur le Stock 50. On peut s'attendre à un retour en dessous des 4200 vers 4175. Mais voilà, on reste dans ce range, comme tu le disais. Alors, c'est un range très volatile. Il y a quand même de belles amplitudes de prix, comme on peut le voir. Mais pour l'instant, on n'est pas sur un mouvement de directionnalité accrue. En tout cas, sur les marchés européens comme américains d'ailleurs. Donc voilà où on en est. Un marché qui reste tiraillé entre espoir de fin de resserrement monétaire et puis mauvaises statistiques économiques, mauvaises données économiques. Évidemment, il y a aussi la Chine qui inquiète, pour parler des marchés asiatiques aussi. On a aussi ce qui se passe sur au niveau des comos, surtout au niveau des marchés de l'énergie, on a ce qui se passe sur le pétrole. Je pense qu'il faudra en parler parce que on a cassé les $85 là, si je dis pas de bêtises, sur l'or noir, enfin, sur le light crude, pardon. Donc voilà, il y a des choses à dire. On n'est pas sur. Je pense que vous êtes en bourse depuis plusieurs années maintenant et on a connu des mois de septembre, des rentrées beaucoup plus directionnelles que celle-ci. Pour l'instant, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais. Voilà. Xavier, Richard, vous avez quelque chose à dire Ouais, rapidement, sur la saisonnalité, le mois de septembre, c'est pas le mois qui est réputé être le meilleur en bourse, même c'est plutôt l'inverse. Ouais. Après, ouais, d'un point de vue technique, c'est assez neutre. Tout l'été, on a un peu tergiversé. On n'a pas eu de gros mouvements, d'ampleur. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est aussi pour l'instant plutôt positif parce qu'on se cherche tout simplement. Et si on arrive, je pense, à rester dans comment je puis dire, dans cette dynamique-là encore jusque peut-être fin du mois d'octobre, on pourrait peut-être espérer une fin d'année en beauté. Après, il faut rappeler quand même, il y a de nombreux indices, en l'occurrence, le CAC 40, on est quand même à 5% des plus hauts historiques, donc il y a pas mort d'homme, il y a quand même le Nasdaq, super performance cette année, le DAX c'est pareil, Richard connaît un peu mieux, il pourra peut-être nous en parler plus en détail. Donc ouais, c'est une vraie grosse stabilisation à plat depuis quelques mois, et puis après un gros mouvement haussier, je trouve que c'est plutôt bon signe. Disons, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, en tout cas de mon côté. Richard? Oui, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses sur ce qu'ils ont dit, si ce n'est qu'il faut bien faire la distinction entre différentes classes d'actifs au sein des actions. On a quand même on a un Nasdaq qui monte, on ne peut pas dire qu'il baisse, il est plutôt en train de se calmer dans une hausse qu'il a enclenchée le 1er janvier. J'ai remarqué quand même une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les 7 plus grosses valeurs du Nasdaq, qui sont gros les GAFAM plus Nvidia et Tesla, qui sont à plus 100%. Vous faites un panier de valeurs, vous achetez à peu près la même quantité de chacune de ces 7 valeurs-là, vous faites x2 entre le 1er janvier et maintenant. Et le Nasdaq lui-même a fait plus 34.
Donc, on a clairement cette valeur qu'on donnait un sentiment ultra positif sur le Nasdaq américain, qui n'est pas la vérité de l'économie. Et si vous regardez le Russell qui est plutôt des valeurs un peu inférieures en termes de grosseur de capi, qui restent des grosses valeurs, hein. Les small américaines, c'est pour les small de chez nous, ça bouge pas. Ça bouge pas. En Europe, quand vous creusez un peu tout ce qui est croissance, ça bouge pas. Le Ça CAC n'a Small pas ne bouge pas. remonté. Les valeurs value, on va dire style CAC 40, même si c'est CAC 40 pas tout à fait value, etc. Mais si on va regarder un peu en Belgique, etc. La Belgique, c'est vraiment très value, quoi. Ça bouge pas, ça n'a pas remonté. La Belgique, ça n'a pas remonté. Le CAC 40 est remonté parce qu'il y a le luxe. À vrai dire, les indices, c'était l'objet de ma vidéo de la semaine dernière, c'est un mirage. Enfin, ça reflète pas la réalité de ce qui se passe vraiment, quoi. Et aujourd'hui, dans le monde croissance, qui est plutôt le monde dans lequel moi je m'éclate, alors j'ai des dossiers qui montent, hein, je l'ai fait voir sur les réseaux plus d'une fois, des dossiers qui montent, mais globalement, faut être mais hyper, je sais même plus si le mot correspond, mais moi, c'est ultra, hyper exigeant pour pouvoir sortir de la performance dans le monde action sur 2023. Alors la raison pour laquelle ça tire pas vers le haut autant qu'on voudrait sur l'ensemble de la cote finalement, hein, je vous dis, pour moi il y a quelques valeurs qui font vraiment qui font croire que, et pour moi c'est les taux d'intérêt. Et c'est là où les taux d'intérêt, on va en reparler tout à l'heure, mais la lecture des taux d'intérêt aujourd'hui et de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça provoque sur les indices, c'est absolu, c'est vraiment l'angle absolu de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Taux d'intérêt qui sont eux-mêmes animés par de la macroéconomie qui est beaucoup plus réelle. Évidemment, les taux d'intérêt sont réels, mais sur ce qui est conso, ce qui est... bref, tous les indicateurs qu'on a, on enregistre actuellement, là on est mercredi, là je crois. Mhm. Tout à l'heure, on a les PMI sur les services de l'ISM, là. Enfin, non, c'est l'indice PMI non manufacturier, donc c'est à peu près les services aux États-Unis. La stat est attendue depuis le début de la semaine, et je peux vous jurer que les réactions de marché sont à observer selon ces statistiques-là, parce que c'est ça qui va animer le marché. Moi, je suis assez étonné de voir comment le marché est vraiment stagnant depuis maintenant longtemps, hein. Sur le CAC 40, ça fait depuis mars qu'on est dans ce couloir, quoi. Mais on l'a déjà vécu, hein, on l'a déjà vu, hein. Les gens qui sont arrivés en 2020 ont vécu le marché haussier, ils ont vécu le marché baissier. Et moi, j'arrête pas de le dire, tu peux vivre un marché en range comme ça sur 10-15 points, 10-15%, hein, pas points, mais pourcents, qui peut durer mais 6 mois, 1 an. Moi, début d'année, quelqu'un me disait peut-être 2-3 ans comme ça, quoi, à plat. Alors, moi, j'étais dans l'idée, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, moi, je suis dans l'idée d'un range long terme. Ouais. Mais pas d'un range de 15 points, un range un peu plus... 6008, plutôt sur Nasdaq US, je pense qu'on est... Mon scénario, il n'est pas invalidé. On voit bien que le Nasdaq, il a du mal à retrouver ses plus hauts, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut retomber, hein, si ça déclenche vers le bas, ce qui est plutôt attendu aujourd'hui. Ça peut retourner assez bas et retrouver, je ne sais plus, c'était 10-11 000 le Nasdaq, c'était 10-11 000. Ça ferait une sacrée baisse. Et là, ça validerait l'idée d'un range long terme. Et vous regardez dans le graphe très long terme sur le Nasdaq, vous avez déjà eu des périodes où pendant 3, 4, 5 ans, ça monte, ça baisse. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un marché de flux plutôt qu'un marché vraiment lié à l'économie, en fait? C'est plutôt les banques centrales qui font le jour et la nuit sur ces marchés. La preuve que non, puisque les banques centrales ont commencé à faire retirer de l'argent des marchés. On a toujours dit que ça tirait, quand on injectait, ça tirait vers le haut et tu baisses quand tu retires de l'argent. Mais finalement, la restriction monétaire aujourd'hui, elle n'a pas du tout impacté les actions. Donc là, on vient de constater que le resserrement monétaire n'a pas impacté les actions. Mais finalement, ce n'est que cette action. Le CAC 7, le SP7, voilà. Oui, c'est peut-être les deux pires, hein, je pense, le Nasdaq ouais. CAC 40, je sais pas, je connais pas tous les indices, leur constitution dans le monde, mais je trouve que CAC 40 et Nasdaq deviennent vraiment des... C'est plus du tout... Pourtant, là, les banquières, le luxe descend et le CAC bouge pas, hein, donc c'est un peu les autres... un peu une rotation sectorielle quand même, mais on pourra peut-être... Oui, t'as Total qui est reparti à la hausse, là, donc...
Total, Ouais. puis J'ai pas les vu si valeurs de Sanofi l'aéronautique. était reparti aussi, mais ça pèse lourd, le Sanofi. Ouais, puis l'aéronautique aussi au plus haut historique en ce moment, Safran, Airbus, etc. Mais on pourra en reparler un peu plus tard. D'accord. On passe à notre volet macro-géopolitique. Notre spécialiste, Richard. Voilà. Tu voulais nous parler des BRICS, non? Je sais pas, il y avait d'autres choses à... On parle pas de l'Ukraine, là, c'est bon, on arrête sur Ah, le l'Ukraine? spécialiste Ukraine, c'est Xavier. Alors, Bah, je le vois l'Ukraine, super motivé. Xavier, l'Ukraine, t'en bah penses non, mais quoi? bah, rapidement, mais non, mais ça a plus vraiment de, c'est plus vraiment, disons, il n'y a plus vraiment de rapport dans l'état actuel des choses, de causalité directe avec les marchés financiers. Donc, disons, le rapport par rapport à l'émission qu'on fait dans le cadre des marchés financiers et mousquetaires est un petit peu, est de moins en moins existant, on va dire. Mais après, pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet d'un point de vue purement géopolitique, etc., ça reste évidemment intéressant. Bon, là, récemment, on a le, le chef de Wagner qui est décédé pardon, Enfin, non. Ils ont trouvé dans un, la brosse à dents de dans un accident Prigozhin. d'avion. Ils ont retrouvé la brosse à dents de Prigozhin après l'accident d'avion, hein. Ils ont trouvé Voilà, non, mais, l'ADN, hein. voilà, donc Donc non, pour non, mais l'instant, officiellement, c'est une brosse à dents qui a eu un accident. voilà. Officiellement, ils ont trouvé l'ADN, ils n'ont pas retrouvé le corps. Donc, l'ADN, ils ont pu trouver la brosse à dents, les cheveux, enfin, je sais pas, la brosse. Après, moi, j'avoue que l'état officiel bon, je sais pas ce qu'ils ont retrouvé exactement ou quoi. Bon, le fait est que pour l'instant, on va dire, il est présumé mort dans un accident d'avion, le chef de Wagner. Donc bon, accident entre guillemets, on va dire. On connaît un petit peu les Russes à ce niveau-là. Donc voilà, non, concrètement, je sais pas trop ce qui peut, je sais pas trop ce qui peut se passer maintenant. Ça, bon, j'ai l'impression que ça stabilise un petit peu quand même sur la ligne de front. Les Ukrainiens n'arrivent pas vraiment à passer. Ils subissent beaucoup de pertes. Les Russes se défendent mieux que ce qui était prévu. J'ai cru voir passer un papier, enfin je l'ai vu passer, mais après source exacte, je ne sais plus, mais les services de renseignement américains qui disaient que le niveau des défenses russes en certains points c'était comment dire, aussi sophistiqué, voire plus, qu'ils n'avaient pas vu ça, disons, un tel niveau de sophistication de défense depuis ce qui a été observé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, en termes de moyens, quantité, efficacité. Donc après, bon, sinon, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un Wagner qui est aussi de plus en plus influent en Afrique, notamment dans des pays comme le Niger, etc. Puis on voit un petit peu, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder, on n'en a pas discuté en off, mais ouais, ce qui se passe un petit peu là en ce moment au Niger, au Gabon, les coups d'État, plus ou moins coups d'État militaires, et puis l'impact que ça peut avoir on l'a vu au Gabon récemment, pour des valeurs comme Total Gabon, Morel et Prom, etc., qui sont très impactés et qui sont comment dire, qui sont très implantés dans ces pays-là. Donc un petit peu, là on pourra peut-être un petit peu en discuter, discussion ouverte, Tu sais, le Gabon, combien il y a d'habitants au Gabon? quelques millions, je crois. Ouais, 2,3 millions. Il n'y a vraiment pas grand 2,3 millions. monde. Et le coup d'État, enfin, c'est un coup d'État, ouais, le coup d'État, ils ont dit qu'ils allaient respecter tous les engagements internationaux. Donc, apparemment, ce serait une non-nouvelle, hein. Je sais pas si. Je pense que Morel et Total sont repartis après, hein. Ouais, on n'est pas, non, on n'a pas retrouvé les niveaux Mm. pré-nouvelles, on va dire. Non, mais en tout cas, le fait est qu'il se passe quand même des trucs en Afrique, que voilà, la France, on est quand même un pays qui a pas mal d'intérêt enfin, qui a plus d'intérêt que d'autres dans cette zone géographique. Et puis, je trouve Mm. que il y aura des choses qui vont se mettre en place, voilà, des effets qu'on va pouvoir observer à horizon 1, 2 ans, Ouais. 3 ans plus tard. Et je pense que ça peut être une question sympa, une question ouverte, voilà. La France là-dedans, et puis les actions françaises, et puis quoi surveiller et quoi ne pas faire. Donc on en reparlera. Mais c'est Moi, vrai je que le pense que sujet c'est est très un peu intéressant. une non-nouvelle, hein, parce que c'est petit, c'est le 34e producteur au monde de pétrole. Donc vraiment, à part Total Gabon et Morel, il n'y a pas grand monde qui ont des Oui, mais c'est une actifs là-bas. tendance. Après le Niger, bon, on Le Niger, c'est a beaucoup plus Areva avec gros, oui. Le Niger, oui, c'est beaucoup plus.
voilà, Areva a quand Beaucoup même plus chaud, des gros intérêts. Puis bon, le Niger, c'est quand même sur les 15 dernières années, c'est quand même entre 15 et 20% de la consommation d'uranium français moyenne sur les 15-20 dernières années. Donc c'est pas rien non plus. Ouais. Voilà, on a des intérêts géostratégiques, etc. Faut pas le nier, mais voilà, bon, puis la montée en puissance de Wagner l'influence de Wagner dans ces pays-là, c'est quand même voilà, il y a des choses à dire. On pourra peut-être en rediscuter. La discussion est ouverte. On verra plus tard si on a le temps ou si on rebondit là-dessus. Quand tu parles de l'influence de Wagner, tu crois qu'il y a les Russes derrière? Bah, c'est évident. Au Niger, en tout cas, je veux dire, les mecs, ils se baladent avec des drapeaux russes dans les rues. Je veux dire, bon, c'est. Après, je pense que bon, se rendront. Comment expliquer ça? Oui, oui, il y a une certaine influence. Il y a de la désinformation. Il y a pas mal de choses. Enfin, on sait que les Russes ont un sérieux, comment dire, ont quand même un sérieux potentiel de déstabilisation dans la région pour les pays occidentaux qui sont un peu installés, donc enfin qui sont sur place, qui ont des intérêts. Enfin, on le voit avec le Niger, on l'a vu avec le Mali, et puis on le verra sans doute avec d'autres pays. Ok. Ouais, c'est ça. C'est surtout, il y a aussi, en fait, c'est pas le Gabon pour le Gabon ou le Niger pour le Niger. Il y a un risque systémique là, c'est Voilà. une tendance aussi qui fait peur un petit peu par rapport aux pays occidentaux. Faut pas oublier la guerre qu'on mène, enfin on est en train de quitter le Mali, hein, contre Boko Haram, hein, aussi, c'est juste à côté. Hein. D'ailleurs, ils vont vite s'en mordre les doigts, je pense, mais c'est Oui, mais ça c'est l'Afrique. Hein. c'est une autre histoire. L'Afrique. D'accord. Ouais. Clairement, là, on est quand même sur des thématiques qui sont très intéressantes parce que derrière, qu'est-ce qui se cache? Il se cache tout ce qui est matière première, matière importante qu'on exploite. Énergie, minerais, tout ça, ouais, évidemment. Là, on dira ce qu'on voudra, mais s'il n'y avait pas l'Afrique, on aurait des sacrés problèmes d'approvisionnement. Hein. Parce que l'Afrique, on l'a toujours exploité, on l'a toujours surexploité au bénéfice des Occidentaux. Aujourd'hui, les Africains, ils commencent à nous regarder avec des yeux, toujours, Ouais. ils ont toujours regardé l'Europe comme étant un pilleur. Et J'ai aujourd'hui, entendu ça au Gabon, hein. Je crois que c'est un peu ce que revendiquent un peu les putschistes en disant que ben non, on veut reprendre la main sur notre richesse du sol, quoi. Ce qui peut se comprendre aussi d'une certaine manière, mais bon, Sûr. c'est un mouvement de fond, ça. Hein. C'est un mouvement de fond où ces gens-là décident maintenant. Ils ont compris l'enjeu stratégique d'un filon X ou Y, d'une matière ou d'une autre. Et aujourd'hui, ils voient qui? Ils voient les Chinois, ils voient les Américains, ils voient les Russes. Mais c'est à qui donnera le plus, quoi. Et tu crées automatiquement de l'instabilité politique parce que il y en a un qui va être soutenu par les Français, un autre qui va être soutenu par les Russes, et puis vas-y qu'on se fout dessus, et puis les coups d'État tombent les uns après les autres. Puis il y aura un rééquilibre, ça se rééquilibrera quand tout le monde sera content. C'est un peu comme une guerre indirecte, on va dire, de la Russie. C'est un monopole géant, hein, quelque part, on peut dire. Hein, c'est... Clairement, ouais. Donc, On ouais. se partage, à vrai dire, l'Afrique a toujours resté colonisée, hein, d'une manière différente. Ouais. Et la France se battra pour le Niger, parce que le Niger, c'est absolu, quoi. Mais elle laissera tomber le Gabon, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose en pétrole, et d'autres s'intéressent à ça. Enfin, voilà. C'est à toi, à moi. Hein. De toute façon, la France ne pourra pas occuper la moitié de l'Afrique, hein, donc il faut qu'elle choisisse ses cibles. C'est clair. La France avait très très grande influence en Afrique, mais je crois que maintenant c'est presque fini, hein, non? Ou vous croyez qu'il y a encore l'influence française dans les anciennes colonies, entre guillemets, est encore importante ou pas? Il y a quand même, je sais pas combien de centaines de millions d'Africains qui parlent français, quoi, mais... Ouais, puis la plupart des ressources dans ces colonies-là, elles sont sous protectorat français. Hein. Tu prends, je sais pas moi, le cacao en Côte d'Ivoire, les minerais, le cobalt, tout ça. Enfin, voilà, c'est peut-être pas aussi important qu'avant, mais quand même, la présence de la France reste accrue, en tout cas dans ces zones-là, je pense. C'est pas encore la fin, d'après ce que je pense. D'accord. On verra. En tout cas, je vois qu'on commence ces mousquetaires sur une note très optimiste. Hein. Ouais. Bah, tout va bien. Ouais. Non, mais c'est. On passe sur les BRICS, Richard, maintenant? Oui, c'est quand même l'événement, pour moi, c'est l'événement de l'été, pas en macroéconomie, mais en géopolitique, puisque les BRICS se sont réunis en... On peut rappeler rapidement ce que c'est les BRICS ou... Alors, c'est une union politique, on va dire,
Union politique qui réunit. Alors attends, je vérifie que j'en rate pas un, qu'on me fustige pas sur les, sur les commentaires. Qui réunit, On s'en fout, ça alors, fera des commentaires. B, c'est le Brésil. Le R, c'est la Russie. Le I, c'est l'Inde. L'Inde qui va changer de nom, vous avez vu? Barat. Ouais, Barat, ouais, j'ai vu. Barat, j'ai vu. ouais. C'est baratte de beurre. Ils vont faire du beurre. Ouais. Donc l'Inde, le C, c'est la Chine. Et le S, c'est South Africa, donc l'Afrique du Sud, qui sont les pays d'origine, on va dire. Ça a été créé, je crois, au début du siècle, hein, de mémoire. J'avais fait un article par ailleurs, mais je ne me rappelle plus tout à fait la date. Et puis, se sont associés maintenant, là, qui ont été admis dans le cercle. Alors, là aussi, je regarde en même temps, mais c'est des pays très, très importants. Enfin, on peut en discuter, parce que là, il y a quand même le biscuit. Ils n'ont pas choisi ces pays-là par hasard. L'Arabie Saoudite, quand même, avec les Émirats Arabes Unis. Donc déjà Moyen-Orient, ça pèse. Vous rajoutez en plus l'Iran, donc il va falloir que les Saoudiens et les Iraniens s'entendent. Ça va être chaud dans les réunions. On rajoute aussi l'Argentine, qui est quand même. Faut quand même se rendre compte que maintenant, quasiment toute l'Amérique du Sud, enfin une grande partie de l'Amérique du Sud, va être dans les BRICS. Hein. Brésil plus Argentine, en termes de surface, c'est très important. Et puis on a en Afrique, on a l'Égypte, qui est quand même le pays le plus gros pays d'Afrique, hein, faut pas l'oublier. Et à la surprise de pas mal de monde, alors moi ça m'a surpris aussi, mais quand on creuse bien, c'est pas si étonnant que ça. L'Éthiopie, qui est un pays qui est pas connu du tout, on croit, à vrai dire, on a tous en tête l'idée de la famine qu'il y avait eu dans les années 80. Il y avait eu pas mal de choses. USA for Africa. USA for Africa, etc. On est resté sur ça, mais à vrai dire, c'est un pays économiquement qui se développe. C'est un grand pays avec beaucoup d'habitants. Je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e pays le plus grand d'Afrique, parce qu'il y a le Nigeria aussi qui est très grand, qui a beaucoup de pétrole, mais l'Éthiopie a une grosse économie, fait beaucoup de choses, je dirais, qui sont intéressantes. Donc c'est quand même pas des pays, ils n'ont pas choisi des petits pays. Hein. L'Iran, c'est quand même exceptionnellement important géopolitiquement quand on voit l'embargo continuel des Américains dessus. Donc il y a une volonté politique de s'afficher anti-américain. Le contre-pouvoir. Bien sûr, clairement. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais souvent, Denis, dans les émissions sur la sur conférence de Shanghai. Ouais, justement, la conférence de Shanghai, en fait, il y a l'Inde, le Pakistan, la Russie, l'Iran. Oui, j'ai vu que la c'était Chine, pas tout à fait le même esprit dans lequel ils étaient. C'est plus Europe de l'Est, en fait. Ouais. Plus Je dirais que asiatique. c'est deux trucs politiques, mais plus militarisés d'un côté, alors que sur les BRICS, on est plus politisé, mais côté économique. Ouais, c'est un peu comme l'ONU, l'OTAN, et de l'autre côté, on a BRICS et Shanghai, en fait. G7 peut-être, Ouais. si on peut comparer. Et aujourd'hui, cette association de pays, pour moi, il y a un enjeu pour eux, c'est de se désolidariser et enfin créer un contre-pouvoir aux Américains. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, et on reviendra peut-être, on va enchaîner juste après peut-être avec les monnaies, parce que ce qui est intéressant, c'est tout l'impact monétaire que ça a, de dire on va faire des échanges en monnaie locale et plus en dollars. On peut dire que le pétrodollar, il est mort. Et ça, c'est un événement. Tu y crois vraiment ça ? Ouais. Ah, il est effectif aujourd'hui. Parce que si le pétrodollar est mort, ça veut dire que la politique des dettes est morte, ça veut dire que les Américains sont très mal et nous, on est très mal, quoi. Bah, ça dépend de la quantité d'argent qui va se transformer en échanges monétaires différents. J'ai pas dit que tout le monde allait acheter d'une manière différente le pétrole, mais l'hégémonie du dollar qui était quand même, Pierre me confirmera ou pas, mais je crois que c'était pas loin de 100% des échanges sur le pétrole étaient en dollars. C'est plus le cas. C'est déjà plus le cas. Hein. Bah oui, parce que, pardon, je te coupe rapidement, Richard. C'est après les accords de Bretton Woods, parce que en fait, le dollar était indexé justement par rapport à l'or, et ils ont switché en l'indexant sur le pétrole pour pouvoir conserver justement cette hégémonie du dollar, vu que le pétrole est internationalement échangé. Donc c'était une façon pour les Américains de conserver justement cette force du dollar, cette fameuse hégémonie dont tu parles, Richard. Et c'est pour ça, cette attaque justement de dédollarisation au niveau de l'échange de pétrole, c'est clairement une attaque sur les États-Unis. Donc effectivement, ça fait suite à ça. Donc je te laisse reprendre. Alors, donc ça, c'est le premier élément qui est important sur cette notion de BRICS. C'est est-ce qu'ils vont vers une monnaie unique ? La réponse, elle est aujourd'hui non.
Donc des échanges monétaires, je dirais, entre les pays associés, c'est quand même des grands pays, c'est quand même des belles économies, donc c'est quand même des flux financiers qui sont importants. Ça va avoir des impacts sur les paires monétaires, mais là encore, Pierre maîtrise beaucoup mieux que moi. Moi, je S'ils regarde payent en juste ça pesos, avec un ça œil va pas aller bien loin. géo. Et puis pour moi, il y a un autre sujet, on va contrebalancer. Pour moi, c'est pas le grand bonheur. Je suis pas convaincu d'une chose, c'est que l'union par je m'oppose à, c'est-à-dire on est copains, mais on n'est pas copains, à vrai dire. On est tous ennemis du même. Il y a le gars là-bas dans la cour de récré, c'est lui qu'on n'aime pas. Et on s'associe. Généralement, ces associations-là, c'est pas très costaud. C'est mon avis. L'intérêt commun de dire notre ennemi est les États-Unis, je trouve que c'est pas extraordinaire. Parce que tu sais, enfin, je termine, excuse-moi. Tu as à la frontière Inde-Chine, ils se foutent dessus, quand même. Quid de leur bonne entente saoudien-iranien. Je ne sais pas du tout comment s'entendent les Argentins avec les Brésiliens, mais voilà, j'attends de voir. Qu'est-ce qui se passe entre l'Égypte et, entre guillemets, l'Éthiopie? Peut-être qu'il y a aussi des guéguerres sur le Nil, parce que le Nil doit passer dans les deux pays. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'animosité potentielle et existante déjà entre ces pays-là qui font que je suis quand même très douteux d'une force politique par la négation, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est mon doute à moi. Alors, je l'ai lu nulle part, je l'ai repiqué nulle part, c'est mon ressenti à moi. Mais je reste observateur, sachant que, il faudrait qu'on en parle 2 minutes, le meneur absolu, c'est la Chine. Et la Chine... Ouais, la Chine, c'est un peu le colosse au pied d'argile. Je fais une petite parenthèse, ils ont quand même pris l'Argentine qui en ce moment est très très mal, quoi. C'est-à-dire que l'Égypte aussi est très très mal. J'ai vu un reportage hier, les Uruguayens, ils appellent ça le tourisme commercial. Les Uruguayens traversent la frontière pour faire leurs courses le week-end en Argentine. C'est entre 2 et 3 fois moins cher avec la dévaluation du peso en Argentine qu'en Uruguay. C'est-à-dire qu'en fait, ils traversent le pont, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, la rivière, excusez-moi, ils traversent le pont et ils vont faire leurs courses en Argentine. Et ça leur sort entre 2 et 3 fois la viande, le carburant, les produits de nettoyage, enfin tout, quoi. C'est vraiment, l'Argentine, ça va très très mal, quoi. Les Argentins, ils ont un énorme problème de monnaie. Ça, j'enfonce une porte ouverte, hein, tout le monde le sait. Le peso n'existe pas. En fait, il existe officiellement, mais la plupart des Argentins payent en dollars. Et ça va même au-delà du dollar américain tel qu'on le connaît. Ils ont des dollars événementiels. Par exemple, quand, je sais pas moi, tu as U2 qui va faire une tournée en Argentine, tu as un dollar U2. Ah, c'est comme à Cuba, alors. Du dollar U2. Comme à Cuba. Oui, exactement. Donc, il y a une économie parallèle. Tu as un dollar Messi aussi, non Ouais, tu as un dollar Coupe du Monde, tu as un dollar qui est... tu as un cours du dollar en fonction des événements. C'est ça qui est fou. Moi, j'avais travaillé sur le cas argentin juste après la Coupe du Monde et j'avais fait un article où j'avais titré championne du monde mais pas de l'économie et j'avais découvert que le problème de l'Argentine, c'est que les Argentins, quand ils touchent de l'argent, peut-être de tes Uruguayens là, et ils le mettent pas à la banque, ce qui fait que tous les dollars sont dans des matelas. Et il y a un phénomène, c'est un truc qu'on apprend en première année d'économie, ça s'appelle de la thésaurisation, et les dollars ne rentrent pas dans les caisses des banques, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de monnaie pour acheter du blé ou des choses ailleurs, et c'est ça qui fait le malheur, c'est-à-dire que c'est les Argentins qui créent leurs propres problématiques. Et c'est parce qu'ils sont en défiance vis-à-vis du système. C'est normal, en Argentine, à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui rentre, au lieu de réduire la dette, il décide de faire un emprunt au FMI. Donc à chaque fois, c'est un pays qui est toujours de plus en plus endetté et on n'en voit pas la fin, quoi. Ça restera un puits sans fin, puisque tout l'argent qui rentre dans le pays est caché dans les matelas. C'est un puits sans fin, hein. C'est pas possible que ça s'en sorte, il faut qu'ils arrêtent. Mais ils n'arrivent pas à les convaincre. Et ça, c'est la confiance. C'est assez exceptionnel de dire que ce pays est en train de crever depuis des années à cause d'un manque de confiance dans le système bancaire argentin. Comme quoi, c'est vraiment la confiance qui soutient tout, hein. Ça, c'est l'exemple parfait. Et ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est qu'on a là-bas en Argentine la caractéristique absolue qu'il faut absolument sauver un système bancaire quand il s'écrase. Je rappelle 2008. Pourquoi il fallait le faire ? Parce que sinon, nous serions aujourd'hui dans le système argentin.
Et d'ailleurs, je soulève une question. Alors, j'ai pas la réponse, hein, mais on pourrait se demander un petit peu le rôle des crypto-monnaies dans une telle configuration, parce que quand on a une population qui a une telle défiance vis-à-vis du système bancaire ou monétaire dans une zone économique, euh, comment ça se fait que les Argentins se tournent pas plus vers justement des cryptos qui sont pas liés à des banques centrales ou à des systèmes bancaires classiques? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors que les voisins du Salvador, eux, sont vraiment plongés Ouais. dans les cryptos, quoi. Bon, le Salvador, c'est petit aussi. Mais c'est vrai, on peut se demander pourquoi les Argentins n'ont pas investi en crypto. Ouais. Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui se tournent vers ça. Ouais. Bah, moi, je pense qu'à terme, de toute façon, on y va, hein. Enfin, je veux pas faire le pessimiste non plus, mais puisqu'on parle des monnaies, parce que là, effectivement, on parle du peso argentin, on parle de choses assez exotiques, hein, mais je suis désolé quand on voit ce que En Égypte, on est dans le même cas. Ouais, voilà, exactement. En Turquie Mais je veux dire, Oui, mais on parlait des BRICS. C'est pour ça que je dis Ouais. l'Égypte. Euh, Je crois qu'on parlait de la Tout monnaie. à fait, là, pour ça. regarde, pour parler de majeur, par exemple, Royaume-Uni, la livre sterling, qui est quand même une monnaie, je veux dire, voilà, on n'est pas sur le peso ou quelque chose comme ça. Euh, il y a de plus en plus de défiance. Alors évidemment, c'est pas les mêmes niveaux de défiance comme en Argentine, mais quand on voit, en fait, les gens ont de moins en moins confiance en l'action des banques centrales, les taux d'inflation qu'on connaît actuellement, parce qu'on a tapé plus de 10% au Royaume-Uni. Bon, bah voilà, c'est un peu ce que je disais la dernière fois, je sais plus si c'était la dernière fois ou les fois d'avant, mais les gens en ont marre, l'argent c'est assez difficile à gagner, les gens en ont marre de voir des banques centrales dévaluer justement ces monnaies-là et vont peut-être à terme, c'est peut-être pas encore le cas tout à fait aujourd'hui, mais être de plus en plus tentés de se tourner vers justement des monnaies décentralisées, des cryptos, des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'en Argentine, en Argentine, pardon, je suis pas un expert de la question crypto-monnaie, cryptographique, on va dire en Argentine. Le dollar est extrêmement utilisé, mais c'est pas le dollar américain tel qu'on le connaît. Mais c'est vrai que à un moment donné, quand tu as un niveau de défiance qui fait qu'augmenter d'une population vers la banque centrale, vers le système bancaire, le système monétaire classique, bon, bah forcément, les gens, il faut qu'ils trouvent des solutions. Et je pense que les crypto-monnaies, à mon avis, c'est pour ça que moi, je reste optimiste sur les marchés cryptographiques. Il y en a qui pensent que le Bitcoin est mort, que machin, tout ça. Attention, en train de spoiler ma vidéo de ce week-end. Ah, bah désolé, je n'étais même pas au courant, tu vois. Mais moi, je pense peux dire le titre parce que je crois qu'elle va passer à peu près en même temps. Victoire du Bitcoin. Incroyable. Mais ouais, c'est ça. Je veux dire, quand on voit ce que les banques centrales font avec les monnaies, avec les taux d'inflation, avec les mécanismes extrêmement inflationnistes, parce que tu disais justement au tout début au tout début de la vidéo, Richard, que bon, resserrement monétaire n'a pas tellement affecté, etc. Tu parlais notamment du mirage des marchés boursiers, que les indices étaient seulement tirés à la hausse par quelques valeurs, etc. Que le resserrement monétaire n'a pas eu beaucoup d'effet, mais pour moi, le resserrement monétaire n'a même pas eu lieu. Enfin, le resserrement monétaire, c'est quoi? C'est juste la hausse des taux là qu'on a eu, alors qu'en attendant, il n'y a pas eu de tapering, enfin, quasiment pas. Les US viennent de décider d'en remettre une couche de tapering, je crois. Ah bah ouais, moi je suis désolé, j'ai le bilan de la Fed sous les yeux. Oui, non, mais il y a une décision à prendre et ils ont mis une couche, donc ça va. Prévu, en plus, là, depuis qu'ils ont suspendu le plafond de la dette, là, alors je pars dans tous les sens, hein, mais depuis qu'ils ont suspendu le plafond de la dette aux États-Unis, putain, ils font qu'augmenter. On n'a jamais eu autant enfin, en 6 semaines, je crois qu'on a fait autant que. Alors, je ne veux pas donner de fausses données, j'ai plus la donnée, mais on a emprunté autant, on a augmenté autant la dette en 6 semaines depuis la suspension du plafond de la dette que en plusieurs années, voire plusieurs décennies. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. D'où le problème de la dédollarisation, parce que si on dédollarise, ça veut dire que la dette deviendra vraiment un problème. Tant que le dollar est roi, c'est pas un problème. Mais si le dollar n'est plus l'étalon au niveau mondial, il y aura un gros problème de dette aux US. Mais il va... Et de taux d'intérêt. Ouais. Exactement. Et là, on y va. Et d'ailleurs, alors, je ne vais pas m'étaler non plus trop sur le sujet, mais puisqu'on parle des monnaies, j'en parle un petit peu. J'ai mis la main, là, je vous le partagerai si vous voulez, peut-être même que je le mettrai sur Twitter pour ceux qui nous suivent ou en commentaire de cette vidéo. J'ai mis la main sur un rapport du Trésor, enfin l'équivalent du Trésor public, hein, c'est la Réserve fédérale de Saint-Louis, aux États-Unis.
c'est alarmant ce qu'ils disent dans le rapport. Hein. Ils disent que tout simplement, c'est pas tenable. Arithmétiquement parlant, c'est pas tenable. Le niveau de dette par rapport au PIB américain n'est pas tenable dans les années à venir et qu'il y aura forcément une explosion, une implosion. Je vous partagerai parce que le document est long, il y a plusieurs pages. Je vous partagerai les passages choquants. J'ai hésité à le faire avant de faire la vidéo, mais c'est. Tu sais, Pierre, j'ai toujours été opposé à toi sur ce que tu disais sur la catastrophe qui va arriver. Je commence à te rejoindre. Pierre, c'est un sujet que j'ai pas mal bossé aussi, et c'est ce que je disais déjà il y a 3 mois. Le problème, c'est que le rythme d'endettement qu'avaient les États-Unis jusqu'aujourd'hui, le risque était quasiment inexistant parce que le dollar était hégémonique, et donc en fait, plus le dollar était fort, plus tu pouvais plus tu pouvais t'endetter entre guillemets sans risque. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu as vraiment cette hégémonie du dollar qui est passée et qu'on assiste prochainement à une forme de dédollarisation, ou du moins une forme de perte de puissance du dollar tel qu'on la pressent aujourd'hui, c'est complètement évident que la dette des États-Unis va devenir un réel problème, là où jusqu'aujourd'hui c'était un non-problème. À chaque fois on avait le plafond, on remontait. Il y a un moment, pourquoi du comment exactement, je ne sais pas, mais moi j'ai un petit peu ce sentiment, j'ai un petit peu cette mécanique, je visualise un petit peu cette mécanique, et je me dis c'est évident qu'on devrait avoir des problèmes par rapport à ça si on a vraiment cette dédollarisation qui se met en place. Et d'ailleurs, je me dis, le problème, c'est que je dois certainement avoir quelque chose qui m'échappe, parce que pour l'instant, les États-Unis ne réagissent absolument pas. Là où il y a encore 20 ans, on était capable d'envahir un pays pour leurs intérêts géostratégiques, l'Irak, etc. Je me dis, là, pour l'instant, la réponse en Ukraine, moi. On n'a pas de réaction, tu vois. Moi, je pense que de toute façon, les Américains ne seront jamais dédollarisés. Et ça passera, les Yankees, c'est des guerriers, hein, et ça passera par une guerre avant la dédollarisation, à mon avis. Ouais, ça, c'est ce que Richard disait la dernière fois, si je me souviens bien. Et je suis assez d'accord avec lui. Je suis extrêmement d'accord, c'est ce que tu viens de dire, Xavier aussi. Je vois mal les Américains se laisser enterrer sans rien faire. Voilà. Il va se passer quelque chose. C'est à mon avis, voilà. Par contre, dédollarisation, ça fait pas non plus depuis cette année qu'on en parle. Hein, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle de la dédollarisation. Là, ça prend une autre tournure. L'euro est de la dédollarisation. Oui. Exactement. Et par contre, c'est vrai que Richard a également souligné un point important. C'est au niveau de l'alliance donc de ces BRICS, hein, qui est plus une alliance contre quelqu'un plutôt qu'une vraie alliance entre pays, qu'une vraie volonté justement de coopérer, etc. Enfin, il y a plus une volonté d'aller détruire un ennemi plutôt que. Vraiment, je simplifie au maximum, je vulgarise. Mais effectivement, c'est très intéressant ce qui se passe actuellement. Et si la dédollarisation s'accentue, évidemment que le problème de la dette américaine va venir au premier plan. Et d'ailleurs, moi, je pense. La dette souveraine, et pas seulement américaine, européenne aussi. Hein. Mais là, regarde, il y a. Ça embarque tout le monde, Denis. Hein. Ça embarque tout le monde. Ah bah oui, et clairement. Et pourquoi les Chinois vendent du bon du trésor américain à tour de bras, et pourquoi les Européens l'achètent à tour de bras? Enfin, les gens ne savent pas ça. Et les Russes achètent de l'or. La dette américaine devient européenne, là où elle était très chinoise. Donc c'est clairement, tout le monde se positionne. Et les Russes ont acheté beaucoup d'or. Hein. Par contre, la dette américaine, puisqu'on en parle, j'ai mis la main sur une info là l'autre jour, les taux à 10 ans américains ont enregistré 3 ans d'affilée de baisse. Et ça, c'est jamais arrivé en 250 ans, donc c'est jamais arrivé en fait de toute l'histoire des États-Unis. C'est quand même un signe que les capitaux sortent. C'est inquiétant ce qui se passe. C'est très inquiétant. Donc là, pour l'instant, pour revenir à très court terme, parce que là, je parle des 3 dernières années, mais pour revenir à très court terme, effectivement, moi, vous savez, hein, je suis particulièrement les rendements des taux à 10 ans aux États-Unis. Je dis que la crise de la dette sera d'abord une crise des marchés obligataires. Les premiers signes viendront de là. Effectivement, on est à 4,25%. On est au-dessus des 4%. On est très haut sur les rendements obligataires de ces taux à 10 ans. Mais ce qui compte, c'est pas tant là où on est, c'est la tendance que ça prend, la vitesse à laquelle ça monte. Et pour l'instant, force est de constater qu'on n'est pas sur un spike incroyable, on monte graduellement.
Donc on n'est pas encore dans ce cas de figure d'éclatement de la bulle. Enfin, pour l'instant, à mon avis, la Fed va continuer de maintenir encore l'illusion. C'est pas encore quand il y aura vraiment un spike à la hausse sur les rendements à 10 ans, ça veut dire que les capitaux foutent le camp à vitesse grand V. Et là, ce sera un précurseur de ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ça reste encore... voilà. C'est pour ça, vraiment, je voulais rassurer un petit peu les gens qui nous suivent. Parce que j'ai balancé des montants, j'ai dit quand on passera au-dessus des 4%, là on est monté à 4,3%. Il y a des mouvements qui sont inquiétants sur les rendements à 10 ans. On a perdu 10 points de base d'un coup il y a quelques semaines. On est passé de 4,3 à 4,18. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des premiers signes précurseurs d'instabilité, mais pour l'instant, on reste sur des montées, j'allais dire, sur des augmentations graduelles. On n'est pas sur des gros spikes. Quand vous allez constater un gros spike sur ces rendements à 10 ans, c'est là où il va falloir commencer à sérieusement se poser des questions sur vos expositions sur les marchés à risque, que sont les actions, etc. Donc, mais pour l'instant, ça va encore à peu près. C'est pas quelque chose qui arrivera là, j'allais dire, à très court terme. On n'y est pas encore. Et je dis ça, si ça se trouve, là, dans 2 semaines, on va constater un spike. On va passer de 4,25 à 4,50, voire 5%. Voilà. C'est vraiment la vitesse d'évolution de ce rendement. La fin du monde s'approche. Ah, moi, vous l'avez compris, je suis pas super optimiste. Ouais, hein. Quand je vois ce qui se passe, voilà. Moi, je n'étais pas d'accord avec toi depuis un bout de temps, mais je commence à te rejoindre. Parce qu'à vrai dire, je maintiens la raison pour laquelle, hein, pour moi, c'est l'économie réelle qui va faire flancher le truc. Et puis en plus, tu as vu, Richard, toi qui fais attention à ça, on a eu les Jolts là il n'y a pas longtemps. C'est pas rassurant, hein, toi qui suis l'augmentation des salaires. J'ai tweeté direct décrochage. J'ai dû mettre décrochage rapport Jolts. Ouais, le rapport Joss, il décroche. C'est bizarre d'ailleurs, le taux de chômage a monté, mais ça n'a rien fait sur le NFP. Donc bon, j'ai dit bon bah pour l'instant c'est pas encore en cours, mais c'est en train de se préparer. Hein. Alors moi je veux pas être complotiste ou quoi que ce soit. Vous pouvez dire ce qui s'est passé sur les Jols pour ceux qui ont raté Alors en gros, il y avait une prévision d'un certain niveau qui était classique. Alors c'était prévu à la baisse. Hein. Les Jols, c'est quoi? C'est l'augmentation des salaires. Offres d'emploi. Ouais. Alors, le rapport Jols, il est très vaste. Hein. Il travaille sur beaucoup de sujets, mais celui qui est retenu, c'est le nombre d'offres d'emploi. Donc, c'est un peu la dynamique de création d'emplois futurs qui est à travers ce rapport. Parce que le rapport Jols, si tu as des offres d'emploi, bah, tu as des postulants. Et évidemment, en fonction de ça, bah, ça match et ça embauche. Mais si tu n'as pas d'offres d'emploi, tu as du mal à baisser le chômage. Ça veut dire que si tu as des offres qui diminuent, la rencontre entre le chômeur et l'employeur diminue. Et il se trouve que le chiffre qui est sorti est un chiffre. Il était annoncé. Alors, tu as toujours dans les statistiques qu'on fait, notamment sur ma chaîne, je le fais toutes les semaines, mais tu as le chiffre ancien, tu as le chiffre prévu et tu as le chiffre qui tombe. Le chiffre ancien était, je ne sais plus à quel niveau, le chiffre prévu était baissier. Il faut savoir que la quantité d'offres d'emploi est déjà baissière depuis quelques mois, mais c'est une baisse, je dirais, modérée, sans problématique, puis ça n'a pas d'impact sur le chômage, parce qu'en gros, il y a le plein emploi aux États-Unis. Et là, tu as le chiffre qui tombe, et il tombe très en dessous la prévision qui elle-même était baissière. Donc c'est un décrochage. Et le marché n'a pas aimé. Le marché n'a pas aimé, il a eu raison. Alors, il n'a pas aimé, à vrai dire, il a rebondi parce qu'il a vu que les taux baissaient, mais ça veut bien dire, et qu'on soit très clair, c'est bien pour l'instant un équilibre difficile à garder entre l'économie réelle et puis tout ce micmac que Pierre expliquait sur les monnaies, sur les taux d'intérêt. Il faut regarder la bourse. Moi, c'est ce que je dis depuis un petit moment maintenant. Regardez l'économie réelle. Alors, le réel, c'est les PMI. Le réel, c'est rapport Jols, c'est le NFP, la création d'emplois ou le chômage, etc. Donc, la vraie économie. Regardez ce qui s'y passe. Parce que quand ça décrochera sur un de ces indicateurs et vous aurez un gros mouvement, notamment sur le Nasdaq, ça annoncera peut-être. S'il y a un support, s'il y a un range cassé vers le bas, là, par contre, ce sera très compliqué. Et ça peut être cet après-midi avec le PMI sur les services. Parce que le PMI sur les services, il faut savoir que tous les PMI services aujourd'hui, sur tous les pays occidentaux, ils sont passés en dessous de 50. Il faut savoir qu'en dessous de 50, ça veut dire que tu es en régression, en contraction sur les services. Ce qui voudrait dire qu'on aurait une baisse de l'inflation sur la partie core, la partie la plus importante de l'inflation, et qui fait que tout le monde serait content. Sauf que ça veut aussi dire que tu as une vraie chute de l'activité. Et il faut savoir que sur le manufacturier, donc la partie industrielle,
Très, très clairement, enfin, il faut être très simple. L'inflation a caché les chiffres, parce que tu vois un chiffre d'affaires des boîtes qui est à peu près stable ou haussier, mais quand tu fais en volume, ça fait très longtemps que ça baisse, ça s'effondre. La consommation est en train de s'effondrer un peu partout. Et moi, je vais vous donner 2 éléments, et c'est intéressant de voir comment parlent les entreprises. Il y a 2 sociétés en Europe qui ont donné une indication très intéressante. La première, c'est Adyen en Hollande, qui est une société dans le paiement, qui s'est effondrée en bourse, qui a divisé par 2 en 3 jours. Et c'est quand même une valeur qui dépend directement du volume d'affaires des échanges entre particuliers et professionnels, et qui fait que, parce que Adyen travaille en plus alors, je ne vais pas préciser ce qu'ils font, mais en gros, ils travaillent avec Mastercard et Visa. Mhm. Je vous laisse voir le tableau. Moi, je vous dis, si vous avez des actions Visa ou Mastercard, posez-vous les bonnes questions. Et il y a une deuxième société qui s'est exprimée, c'est Carrefour. Je rappelle que Carrefour, de mémoire, c'est encore le numéro 2 mondial de la distribution. Nous, on les connaît très bien, mais ça reste une très très grosse entreprise au monde. Et Bompard, c'est Alexandre Bompard, je crois, le patron, il a dit, mais j'ai un effondrement. Il a parlé d'effondrement. Donc aujourd'hui, on a un décrochage sur le manufacturier, sur la quantité de produits échangés. Et si les services suivent, je vous le dis comme ça, hein, là, c'est la Real Society qui va vous... Sinon, excuse-moi Richard, un effondrement sur quoi? Bompard, il a parlé de volumique sur ce qu'ils vendent, hein. Je sais pas si tu as des Carrefour. Oui, en termes de volume. Ok, oui, je le comprends parce que ça s'explique parce qu'ils ont les résultats sont pas. L'augmentation des prix est phénoménale voilà, dans le bien de consommation. Chiffre d'affaires, etc. correct, mais du coup, si tu enlèves caché par l'inflation, caché par l'inflation. Donc oui, t'as une vraie baisse sur les volumes. Mais après, est-ce que c'est pas aussi le résultat voulu d'ailleurs de la politique des banques centrales pour faire baisser l'inflation, à savoir faire la baisser question c'est comment quand tu vois ces hausses, enfin ces mouvements-là qui sont quand même une déstabilisation d'une génération qui n'a jamais connu ça. Alors moi je suis assez vieux pour avoir déjà connu de l'inflation bien plus forte, Denis aussi, mais vous... mais dans l'inflation, quand l'inflation était forte, on avait une hausse des salaires aussi. Là maintenant on a de l'inflation sans hausse des salaires. Elle va suivre. Elle suivra soit par la volonté des entreprises de satisfaire leurs employés, soit par le conflit social. Donc ça suivra. Ça suivra peut-être avec décalage, mais ça suivra. Mais la hausse de salaire va amener de l'inflation et en fait ça va être c'est la boucle prix-salaire et après c'est parti. C'est pour ça qu'ils veulent la casser très vite et qu'ils préfèrent une récession qui soit même forte au maintien de l'inflation. Parce que l'inflation, là, dans les biens de consommation, c'est ce que je disais hors antenne, on parle de 4, 5, 6% d'inflation, mais moi, sur l'huile d'olive, qui est quand même en Espagne, qui est quand même un bien de consommation, ça a pris 30% en 2 mois, quoi. Oui, on parle pas de 3-4%, quoi. Là, je pourrais attaquer un autre sujet, mais on va pas rentrer dedans. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question du réchauffement climatique et de l'impact sur la partie agricole, des matières premières agricoles, hein. Je vous le dis comme ça, mais dans pas longtemps, on sera tous obligés d'acheter du blé aux Russes. Parce qu'il y aura que eux qui font du blé. D'ailleurs, à propos de... Ils le savent, les Russes. Hein. Ils le savent qu'ils auront des agricoles et de les Ukrainiens en général. Le petite anecdote, parce qu'on discute beaucoup, vous savez, je bosse avec Adrien Picot, et lui, c'est un truc qu'il surveille pas mal. Il me disait encore hier, petite anecdote, mais jus d'orange au plus haut historique. Après, expliquer, je sais pas, hein, mais je veux dire, il y a on sent qu'il y a un mouvement un petit peu sur certaines matières premières qui repart. Mais le jus d'orange, c'est la pluviométrie, c'est pas le réchauffement climatique, attention. Hein. Ouais, je crois qu'il y a aussi une question de... Ils ont pas fait des récoltes incroyables en Floride, qui est l'un des principaux producteurs d'oranges à jus. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a une dynamique qui se remet un peu en place aussi sur pas mal de matières premières, notamment, parce que c'est un des sujets qu'on voulait aborder, notamment le pétrole, qui a pris 30% là depuis fin juin. C'est quand même on n'en parle pas trop, mais 30% sur le pétrole en 2 mois de temps, 2 mois et demi, c'est quand même... je trouve que c'est quand même à souligner, et puis surtout ça pourrait venir un petit peu remettre toute l'action des banques centrales là qu'on a sur les derniers mois écoulés, parce que ça pourrait le pétrole, c'est un petit peu le nerf de la guerre et puis le sang de l'économie, et ça pourrait faire repartir l'inflation à la hausse. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un avis là-dessus. Et pourquoi le pétrole monte? C'est pour payer Ronaldo ou Benzema ou autre chose? C'est l'Arabie Saoudite.
qui a annoncé, qui a continué. Pierre, si tu veux expliquer, si tu veux. C'est très simple, tu allais le dire, hein, c'est des cuts Voilà. d'offres en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est des réductions d'offres. Et surtout, il y a aussi un truc, et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a une vraie tendance de fond qui se met là-dessus, c'est que malgré une orientation à la hausse du prix du pétrole à au moins moyen terme, c'est qu'il y a aussi, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais le mois dernier, il y a un graphique qui démontrait que je peux essayer de vous le retrouver, qui montrait que les stocks, en même temps on avait le pétrole qui repartait à la hausse, et dans le même temps on avait les stocks de pétrole stratégiques aux États-Unis qui étaient un plus bas de 30 ou 40 ans, je crois. Et qui n'arrive pas à reconstituer. Qui n'arrive pas à reconstituer. Voilà. Donc en fait, mon scénario, c'est de dire, bon, les États-Unis, c'est quand même pas les gens les moins intelligents sur Terre, quoi. Donc je me dis, est-ce qu'on n'a pas un catalyseur à moyen terme vraiment d'un pétrole cher, voire d'un pétrole très très cher, avec les États-Unis qui à un moment ou un autre vont quand même devoir se racheter. Bon, ils produisent, c'est un gros producteur, mais pour reconstituer leur stock. Et si on a en même temps ce catalyseur-là et en même temps des baisses de production globale au niveau mondial, est-ce qu'on n'a pas un cocktail pour vraiment avoir un pétrole cher à un laps de temps assez long, parce que les réserves des États-Unis, tu les reconstitues pas comme ça en 3 jours. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à surveiller aussi là-dessus, même pour les marchés, parce qu'on sait qu'un pétrole cher, ça fait généralement pas bon ménage avec les actions de manière générale. Je sais pas si. Ce qui est super intéressant, c'est que finalement, en partant des BRICS, on se rend compte que. C'est ce que j'allais dire. En fait, au début. Aujourd'hui, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est que les BRICS maintenant réunissent 80% de la production ou de la réserve. Mais je crois que c'est la production de pétrole au monde. C'est 80% sont dans les BRICS maintenant. T'es sûr, les États-Unis, c'est pas plus de 20% les États-Unis. Finalement, ça crée toutes ces. C'est sûr que Canada, États-Unis, à eux deux, ça représente pas plus que 20% de la production mondiale. Je sais plus si c'est la production ou si c'est les réserves. Peut-être mais la Russie, c'est gigantesque. Oui, parce que tu as le Venezuela, etc. Aussi, l'Arabie Saoudite reste le plus gros de tous, de très loin. En termes de réserve. Ah oui. Non, je crois que c'est le Venezuela de très très loin, mais le problème c'est que le Venezuela, il est pas de très bonne qualité. Hein, ouais, voilà. Il est de mauvaise qualité, le pétrole. L'Iran, par les embargos depuis des décennies, a des réserves qui sont quasiment intactes. Faut pas l'oublier, ça. Oui, mais en réserve, à vérifier, mais je crois qu'en réserve prouvée de pétrole, je crois que c'est de très 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 loin, c'est le Venezuela. Mais le Venezuela, il y a tellement d'embargo et le pétrole est de, entre guillemets, tellement mauvaise qualité qu'aujourd'hui, c'est pas, d'un point de vue économique, c'est pas le plus viable. Mais moi, j'avais vu le chiffre, j'ai pas vérifié, mais. T'inquiète pas. Même si c'est pas 80, si c'est 70, ça reste gigantesque. Et ils ont un impact direct sur le prix du pétrole. Ils veulent baisser pour faire chier les Américains. Enfin, faut dire ce qu'il faut. Le faire monter plutôt. J'ai dit baisser, non, excuse-moi, le faire monter. Ouais. Finalement, on n'avait pas trop d'idées sur le macro et la géo, et c'était vraiment naturel et très intéressant, quoi. La fin vient en mangeant, comme on dit. Ouais. Je trouve que les BRICS, franchement, je vois pas les médias en parler, mais pour moi, c'est angulaire absolu. C'est vraiment. Justement. Et des fois, je me demande s'ils sont pas tous restés en vacances, ils en parlent pas. Mais non, c'est gigantesque. Est-ce que ce serait fait exprès, Richard? Ils en parlent pas? Oui. Oh, je sais pas. Ouais. Je trouve que les Russes sont très forts pour faire passer des choses quand tout le monde est occupé à autre chose. Par exemple, ils déclenchent une guerre pendant les Jeux Olympiques. Tu te rappelles de ce que j'avais dit? Après les Jeux Olympiques. 2 jours après. Ouais. Et ils aiment bien que les médias soient... Voilà, ils font ça en août, leur petite réunion. Comme ça, en août, ils sont tranquilles. Les médias européens, ils sont à la plage. Ah ben non, en Espagne, on n'a pas ça. Nous, en Espagne, on a le Real contre le Barça, où on a le président de la fédération qui fait une connerie en finale de la Coupe du Monde féminine. Tu vois, ça, on est plus sportif chez nous, quoi. Ouais. En France, on parle des abayas et des trucs comme ça, quoi. C'est qui, ça? On n'a pas de pétrole, comme on dit, mais on a des idées. C'est quoi, ça? L'abaya? Ouais. Non, je sais pas au courant? Non. Moi j'habite en Espagne, donc non, c'est pas c'est quoi. Moi j'habite pas en France et je suis au courant pourtant là. Moi j'habite en France et je suis pas au courant, alors vas-y raconte. Mais vous êtes sérieux là? Vous avez pas entendu parler de ce truc? Ah si, oui, moi j'ai entendu pas ma vie. Ah bah merci Xavier. Ah c'est la robe. Ah d'accord, ouais, le problème dans les collèges, ouais. Ils interdisent ça à l'école, machin, enfin ça fait toute une polémique, tout un scandale. Le truc. C'est quoi un abaya? C'est un vêtement long, c'est même pas un vêtement religieux en plus. C'est un vêtement long, un peu comme les Indiens ils ont, tu sais, les grands vêtements longs comme ça. Ils ont interdit à l'école.
Ils interdisent ça à l'école et forcément. J'ai entendu ça, ouais. Alors, on est pour ou contre, c'est même pas le sujet, mais c'est juste qu'on parle que de ça et au final, on parle. Enfin, tu vois, Mais c'est ça- vraiment ça- ça, voilà. Attention les gars, on va Si, virer on va- complotiste et anti Non, média non, mainstream. Alors, En France, il y a le PSG et personne d'autre. S'il y avait une autre, on parlerait toujours du foot. C'est comme en Espagne, hein. En Espagne, chaque fois qu'il y a un problème, c'est le foot. Voilà. Le Real contre le C'est- Barça. Ah, je- pendant Ouais. ce temps-là, il y a des gens qui s'entretuent en Ukraine. voilà. Mais Non, c'est un problème vieux comme le monde, ça. Voilà. C'est Du très pain, pas nouveau. c'est que veut le peuple, c'est du pain et des jeux. C'est déjà Jules qui Ouais. disait ça à l'époque. Hein. Ça Voilà. C'est toujours le cas. Ouais. Du temps des Romains, c'était comme ça. Et, Les gens préfèrent être distraits qu'informés, peut-être plus. Tu vois, je Stimulés. sais pas. Ouais. Ouais. Donc bon, écoute. Ça a été copieux, hein, le macro-géo. Je trouve que c'est très imbriqué dans ce qu'on vient de se raconter. Oh, Et Ah c'est- ouais. oh, le jeu de mots. Oh là là, l'imbriqué brique. Oh Ah, là. c'est pas mal. Quel homme. T'as fait Quel exprès homme. ou pas Naturellement, Surtout quand il le fait pas exprès. Ouais. En fait, on a déroulé la pelote comme ça. Ouais, mais à vrai dire, ce qui est super intéressant, c'est que ça justifie que cette émission fait de la géopolitique et enchaîne sur la macro, puisque là, on est en train de prouver qu'il y a vraiment une connexion entre tout ça. Eh oui, c'est pas des sujets isolés. Non, je suis d'accord. Ouais. On fait un point de marché. On le passe demain, le point de marché. Là, on a fait 1 heure. Allez, vas-y. Bon, bah voilà, donc on arrête ici. On se retrouve demain pour l'excellentissime point de marché de Pierre, Xavier Comment et Richard. On sera habillé pareil, par contre, hein, je vous préviens. Moi, j'ai une chose, parce que c'est un peu- voilà. Et donc, merci à tous. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Faites sonner la cloche et à demain. Ciao à tous, au revoir. Ciao, ciao. Voilà.